qui vient ouvrir l'abîme pour que le démon puisse sortir. Ça, c'était dans la première série vie. Oui, c'est ça. Quand que les visiteurs arrivent sur la Terre, ils prennent contact, puis bon, on est vos amis, puis on a de la misère sur notre planète, avec l'environnement, on va venir vous aider. Mais à condition que vous nous aidiez aussi, puis toute l'entourloupette qu'il y a autour de ça. Leur intention avouée, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient aux humains là, pour les amadouer, pour qu'on embarque dans leur projet? Ils disaient que leur planète était à l'agonie. Oui. Et puis qu'il avait besoin de notre aide au niveau de la technologie, au niveau des... comment je pourrais dire? Pour la génétique? La génétique, c'est ça. Puis ils les a aidés, tout ça. Puis en échange, bien, qui était pour nous aider à guérir nos maladies, puis à faire des vaccins contre les maladies, puis etc., etc. À nous aider en retour que nous autres, on les aide, hein, c'est ça? C'est ça. Alors qu'on a découvert au cours de la première série qu'il s'agissait d'un mensonge. Ah, un mensonge flagrant. D'ailleurs, le journaliste qui se trouve être la vedette de la série, Mike Donovan, à un moment donné, il sent quelque chose, il y a quelque chose de pas normal. Ça fait qu'il réussit à s'introduire à bord du vaisseau mère, où était Diana, puis toute la grosse gang. Et puis à ce moment-là, avec sa caméra, il a capté des images, il a découvert vraiment le poteau rose, la vraie nature des visiteurs. En réalité, ils viennent ici, c'est pas pour nous aider, c'est pour s'aider eux autres. Puis parce que sur leur planète, ils ont plus d'eau. Ils ont un manque d'eau flagrant, fait qu'ils viennent ici pour prendre notre eau. Et puis, en plus, bien, il y a un ennemi dans la galaxie, un seul ennemi qui a réussi à les battre, là, ils en ont peur. Puis, il y a une partie des êtres humains qui sont enlevés, qui vont servir à alimenter leur armée contre leur ennemi. Et parce qu'ils se nourrissent des êtres humains. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, derrière leur masque, c'est des reptiles. D'ailleurs, si tu veux, Laurent, on va regarder la scène que tu viens de nous narrer, celle où le journaliste Mike Donovan, avec sa caméra, parce qu'il est rentré par effraction dans le grand vaisseau mère, dans la soucoupe volante qui est en suspension dans l'air. Et là, il va nous montrer qu'est-ce qu'il a vu. Et regardez bien comment ça retourne en bataille. Alors donc, on vient de réaliser que ces êtres qui se sont présentés sous l'apparence humaine cachent en réalité une apparence de reptiles, les reptiliens. Et on sait qu'actuellement, il y a une profusion d'émissions, de gadgets, de bébelles, genre les dinosaures, les reptiles. Et ils sont fins, ils sont gentils. Même E.T., on peut penser que c'est une forme de bébite. Puis encore là, on les présente comme étant gentils, les dinosaures. On va habituer nos enfants à être en contact avec ces êtres-là. Même pire que ça, Richard, quand tu regardes ça comme fou, tu en as quasiment pitié. Oui, c'est ça. Hein, c'est de valeur pour eux autres. Fait que tu es porté à vouloir les aider, mais... Donc, ils ont tout fait pour nous amadouer. Exact. Puis à un moment donné, le chat sort du sac, c'est-à-dire le lézard sort de sa tanière. De son apparence humaine. C'est pour ça que tu dis que dans un premier temps, ça ressemble à l'Apocalypse, la bête. Qui sort de l'abîme. Ça peut pas être plus bête que ça, hein? Exact. Puis c'est curieux parce qu'ils ont des yeux comme des yeux de serpent.
le fameux serpent tentateur du paradis terrestre, là, avec l'iris pointu. C'est ça. Puis ils ont une langue bifide, une langue fourchue. C'est ça, comme un serpent. C'est comme si des Américains dans des studios d'Hollywood, parce que c'est produit par Warner Brothers, c'est comme s'ils avaient décidé de vouloir révéler de l'information à la population, puis en passant par le gadget de la science-fiction, mais qu'à un moment donné que c'est sorti, peut-être que ces êtres-là qui existent réellement ont décidé de mettre le scellé là-dessus pour qu'on ne voit plus. Bien, c'est ça, parce que... cette vérité-là. Parce que d'après ce qu'ils disent dans la revue Starlog de l'an dernier, oui. Je ne sais pas si tu peux le montrer. Oui, oui, d'accord. Ils disent que... ils décrivent la 3e série. Ils l'expliquent en gros qu'est-ce qu'il va y avoir, tout ça. Et puis, ça ressemble étrangement au retour du Christ qui est annoncé par l'Apocalypse de Saint Jean. Ah oui? À quel niveau? Bien, c'est-à-dire que dans la série, c'est flagrant, les lézards ont un ennemi juré. Oui. Et puis là, ils ont décidé de les exterminer pour libérer les autres peuples. Parce que c'est pas la Terre, c'est pas la première planète que les lézards ont envahie de cette façon-là. Ça fait qu'à ce moment-là, il y a Mike Donovan qui a été capturé, qui a été emmené sur la planète Mère. Et puis quand leur ennemi arrive sur la planète puis qu'ils déciment tout, eh bien là, ils libèrent les prisonniers que les lézards avaient fait, dont Mike Donovan. Et puis là, Donovan leur apprend que la Terre en est infestée. Ça fait que là, ils décident de s'en venir ici, puis on fait un gros job. C'est ça. Fait que dans la 2e série, on les voit... c'est là que le Messie arriverait, là, c'est ça. Pour libérer la Terre de l'emprise de ces démons-là. C'est ça. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Puis en plus, quand tu regardes les textes prophétiques, la face cachée de la Lune, oui. Ça a quelque chose aussi. Puis quand tu regardes dans la 2e série, avant de mettre les annonces, là, ou quand les annonces finissaient, là, avant de remettre, faire partir le tape, oui. Ils montraient une image, tiens, on la voit ici. Oui. C'est les gros vaisseaux qui sont derrière la Lune, la face cachée de la Lune. Tous ces vaisseaux-là sont des vaisseaux qui appartiennent aux forces des arts, de la bête. Les gros vaisseaux verts, ça fait quasiment 5 km de long, qu'ils disent en série. Oui. Et puis quand que leur ennemi arrive, bien là, eux autres, ils se poussent, fait que... Leur ennemi, ce serait un être qui ressemble aux êtres humains, mais lui, il n'est pas un lézard. Bien, c'est ça. Je pense, parce qu'ils disent pas... Puis ça, ils ne veulent pas diffuser ça. Ça serait la 3e série, puis ils ne veulent pas la diffuser. Parce qu'on est encore sous l'emprise des lézards actuellement. Bien, c'est ça. Donc, ils ne veulent pas nous faire comprendre que le libérateur arrive, ce qu'on appellera Michel Archange, qui va terrasser le dragon. Dragon, lézard. Ça ne peut pas être plus dragon que ça, un lézard. Ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment renversant, tout ça. Je te remercie beaucoup, Laurent. C'est très intéressant. Laurent Danfous, d'être venu nous éveiller à ce point de vue-là. C'est dommage parce que la série V n'est pas disponible nulle part. Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est de regarder encore quelques scènes qu'on va vous montrer, qui ont été heureusement enregistrées au moment où ça a été diffusé par Laurent Danfous, qui a eu l'idée de se dire, moi j'enregistre cette série-là parce qu'elle révèle trop d'informations. Rappelons que V, c'est V, qui veut dire visiteur. Alors les visiteurs... ce sont ces êtres-là. C'est ça. Si jamais tu apprends d'autres choses dans le domaine de la science-fiction et que tu fais des liens avec l'ésotérisme, ne gêne-toi pas pour revenir nous le dire. Oui, parfait. As-tu d'autres choses que tu voudrais rajouter? Non, bien là, pour l'instant, je pense en gros, on fait un gros survol, là. Oui. Est-ce que dans la série, la 3e... Il gagne, c'est sûr, parce que, comme je te dis, c'est l'Apocalypse. Puis dans l'Apocalypse, quand que les armées célestes viennent faire la grosse job pour taper sur le serpent, là, le fameux Satan, ses œuvres et ses pompes. Oui, justement. Une fois que tout ça c'est réglé, bien, c'est là que le Christ arrive avec sa Jérusalem céleste, puis c'est... Sa Jérusalem céleste, ça ressemble encore à un immense vaisseau. Donc, on donne les longueurs, les largeurs, les hauteurs, on dit à l'intérieur les appartements et tout le reste. Hein? Exact. Fait que peut-être qu'à l'époque de la science-fiction aujourd'hui, la science-fiction, on comprend les textes sacrés pour quelqu'un de l'époque de Moyen-Âge. Vois-tu, Charles, pour moi, là, ça fait longtemps, je pense que j'étais haut de même, quand peut-être un petit peu plus haut. Là. Oui, oui, oui. Que j'ai... pour moi, le mot fiction, ça veut dire avenir. Donc, la science-fiction, c'est la science de l'avenir.
Et puis c'est très intéressant de voir de quelle façon on est préparé à ça. C'est-à-dire que la recherche scientifique est d'abord et avant tout axée pour le militaire. Une fois que les militaires sont sur le point ou ont acquis une nouvelle technologie supérieure, alors la petite technologie des huîtres est plus bonne pour eux autres. C'est à ce moment-là qu'ils repassent ça aux civils. Toi, tu n'es pas habitué à ça, tu vois ça, hey, tabarouette, tu capotes, c'est au bout. Mais pour les militaires, c'est... Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps. Puis... Bombe. Et dans ce livre-là, on essaie de prouver, avec beaucoup d'informations, que des humains ont fabriqué des soucoupes volantes. C'est exact, Bernard Millaud. J'allais vous appeler Stan Deyo, c'est l'auteur du livre. Il s'est sauvé des États-Unis, l'auteur, pourchassé par les services secrets américains. En Australie, il a écrit ce livre-là en anglais. Et le livre a été traduit ici au Québec et mis à la disposition de tout le monde maintenant par les éditions Louise Courteau. C'est ça. Et donc, dans ce livre, pensez-vous effectivement que l'armée américaine a des soucoupes volantes? D'après Stan Deyo, ça serait une réalité. Pourquoi il ne monte pas? Il pourrait le montrer à Kadhafi, là, ça réglerait des problèmes. Oui, c'est sûr. Non, ça ne réglerait pas tous les problèmes. C'est que les soucoupes volantes feraient partie d'une conspiration, la conspiration cosmique, qui vise à assujettir l'humanité, donc à l'établissement d'un ordre mondial. Pourquoi donc c'est pas une conspiration mondiale? Pourquoi il l'appelle cosmique? L'idée de cosmique, c'est l'idée que ça va au-delà des humains, c'est-à-dire les forces en présence de l'extérieur, ce sont les humains que l'on peut voir. Mais ceux qui eux ne sont que des canaux. Ceux qui sont derrière, ce seraient les forces du bien, les forces du mal. Et vous, André Dessèvres, vous avez fait un manuscrit qui a été présenté à des maisons d'édition très importantes, dont chez Robert Laffont. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui est arrivé de tout ça? Chez Robert Laffont, le manuscrit a disparu pendant un certain temps. J'ai eu toutes les misères du monde à le revoir. Au début, on me disait que l'étude n'était pas terminée, que je l'aurais en temps et lieu. Puis, à un moment donné, 5 mois pour étudier un manuscrit, je trouve que c'est beaucoup. J'ai voulu revoir le texte. Et puis, on m'a dit qu'il était impossible de le revoir. Et ça m'a pris plusieurs visites avant qu'on trouve une raison. On m'a dit qu'une des employées avait été mise à la porte et travaillant au comité de lecture, elle avait emporté avec elle les manuscrits. Elle ne voulait pas les remettre, un moyen de pression. Or, finalement, j'ai insisté. J'y allais toutes les semaines, puis de plus en plus souvent. Puis à un moment donné, on m'a remis des copies. Et puis ces copies-là étaient des copies que je leur avais remis. Donc l'original que vous leur avez fait parvenir, vous ne l'avez jamais retrouvé? Non. Bien, l'original comme tel, je l'ai gardé. Ah, le véritable. Ah oui. Je comprends. Maintenant, vous avez eu aussi des menaces à plusieurs reprises lorsque vous avez commencé à vouloir donner des conférences sur ces sujets-là. Des menaces, mais finalement qui ne se sont jamais réalisées. Alors, je continue. Je sais que quand j'avais commencé au centre de l'universalité, il y avait un bonhomme que j'avais rencontré là qui n'avait pas d'affaires au centre de l'universalité, il ne travaillait pas au centre, puis qui m'avait fait la remarque qui est résumée tantôt. C'est quoi? Sur laquelle on ne vit pas toujours le temps qu'on voudrait bien vivre. Vous avez eu aussi de la visite étrange, et là, on remonte à il y a quelques années. Uh-huh. Oui, en 77, j'avais commencé à suivre les émissions de Richard Glenn. Ben, ça m'intéressait, étant donné qu'on étudiait tous ces dossiers-là. Et puis, en 79, je lui ai envoyé une lettre, lui faisant part des recherches en question, puis des appuis dont j'avais besoin. Et puis, au lieu d'une réponse de Richard Glenn, j'ai eu une visite mystérieuse à la maison, dans la même semaine, d'un gars qui se disait un agent d'assurance. Il est arrivé avec une grosse automobile, tout le kit. Immense limousine, oui. Un gars bien parvenu, qui m'a tout simplement proposé de l'accompagner dans une soucoupe volante, d'aller rejoindre les maîtres du monde qui travaillaient à un gouvernement mondial. Il disait qu'à ce moment-là, il savait que je travaillais sur des projets de gouvernement mondial, des choses comme ça. Quand j'ai refusé sa proposition, c'est à ce moment-là que j'avais eu l'intuition qu'il y avait une trame ou un complot et que c'était peut-être pas aussi sincère qu'on voulait bien nous le dire. Alors, ça a donné un tournant à ce qui s'est passé, mais toutes les menaces que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant n'ont jamais eu de suite. Sauf que les 4 années qui ont suivi,